Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Salut Vincent, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël. Quand je regarde ton profil, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est la diversité des casquettes que tu as. Exécutif directeur chez CBRE, président du Swiss Young Romandie, membre d'autres boards stratégiques, est actif dans plusieurs initiatives. Donc ma question, la première que je voulais te dire, c'était est-ce que tu es hyperactif ou une personne passionnée ou les deux? Probablement un petit peu des deux, je dois dire. J'aime beaucoup la diversité, donc c'est ça qui me motive à entreprendre ces diverses initiatives, si on veut bien. Déjà, dans mon métier au quotidien, c'est quelque chose qui est très varié. Et j'aime beaucoup essayer d'ouvrir un peu les horizons, ouvrir mon scope. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de donner un petit peu aussi de mon temps sur d'autres sujets. Super. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots? Oui, alors Vincent Leroux, donc je suis belge de mon état, immigré en Suisse il y a maintenant 13 ans et naturalisé suisse entre-temps. Il y a le petit accent encore. Il y a un peu un petit accent, hein, donc je le garde de temps en temps. Si tu me le dis maintenant, il va venir de plus en plus fort au fur et à mesure, donc ça risque. Donc j'ai commencé assez tôt dans l'immobilier, hein, puisque j'ai commencé à travailler dans l'immobilier quasi de ma sortie de l'université, à diverses fonctions, plutôt un peu dans la recherche au début, puis maintenant dans tout ce qui est conseil en investissement. Oui. Et puis voilà, je vis sur la région de Lausanne avec mon épouse, beaucoup à la montagne le week-end. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous. Exactement. Et aujourd'hui, donc, tu es exécutif directeur chez CBRE et président du Swiss Young, du Swiss Romandie, pardon. Excusez pas, j'ai eu le podcast la semaine passée du Swiss Young, et membre d'autres boards stratégiques. Quand on regarde vos parcours avec un peu de recul, est-ce qu'il y a un moment clé ou décisif qui t'a fait devenir cette personne compétente et passionnée que je vois devant moi, ou un échec qui t'a fait grandir, ou une rencontre, un mentor qui t'a marqué? Oui, je dirais que c'est sans doute plutôt ça. C'est tout au long de mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir quelques personnes clés qui à un moment donné te permettent de passer à l'étape d'après, qui te font confiance, qui te donnent une clé pour évoluer. Donc je pense qu'il y a eu ça plusieurs fois au cours de mon parcours. En sortant de l'université, mon prof d'uni qui me donne un premier job comme ça directement, donc ça me met le pied à l'étrier. Après, en arrivant en Suisse, typiquement, je suis arrivé en Suisse, je connaissais rien au marché suisse, et puis j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Jean Golinelli et Alain Fernandez à l'époque, qui étaient les propriétaires de CBRE Pays Performance, avant que ce ne soit CBRE, qui m'ont dit, ok, on t'engage et on y va, on te fait confiance. Puis aujourd'hui, on continue avec Amine Hamdani, qui est le responsable de la Suisse romande, avec qui je travaille au quotidien depuis 10 ans, puis qui m'a fait la confiance et avec qui on bosse de manière très très proche. Oui. Donc voilà, je dirais c'est plutôt ça, c'est une histoire de fait de rencontre, et c'est ça qui est super dans notre métier. Oui. Comme tu le sais, on est là autour d'une table, on en discute, on rencontre des gens, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est local, c'est humain, donc exactement. C'est vrai qu'on n'est pas dans alors même si c'est une structure internationale, ça reste très local. Exact. Et très ça je trouve que c'est hyper intéressant. Et qui sont les personnes aujourd'hui que tu suis ou qui peuvent t'inspirer, des sources d'inspiration Ouais, je t'avoue que j'ai pas trop de modèles que je suis, comme on dit, on fait des gens qu'on suit sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, etc. J'ai pas du tout ces tendances. Alors oui, je reste informé sur LinkedIn et autres pour voir ce qui se passe au niveau de l'évolution des marchés et autres, mais j'ai pas une personne que je suis. Si je veux avoir un modèle ou une inspiration, je vais plutôt aller dans le passé, dans l'histoire, quelqu'un comme Churchill. Ouais. Voilà, qui n'abandonne jamais, qui fonce, qui boit du whisky, qui fume des cigares, c'est parfait. Génial. Et très intéressant d'ailleurs. Avant de parler de CBRE et de l'immobilier commercial, je voulais revenir aussi sur une autre casquette que tu as. Donc tu es président du Swiss Romandie. Quelle est ta mission principale à ce poste ? Alors, en tant que président du Swiss Romandie, je suis la figure de proue du Swiss. Donc, j'ai pour mission de représenter l'association dans tous ces événements au niveau de la Suisse romande, de représenter l'association au niveau du Swiss suisse, au niveau de notre association fêtière. Oui. Donc, je représente tous les membres romans au niveau national et au niveau des instances. Et puis, je coordonne les activités avec mon extraordinaire comité, puisqu'on a un comité qui est vraiment top et un staff aussi qui est top. Donc on a une douzaine de personnes dans le comité, plus un staff de 2-3 personnes. Et donc je joue un peu au chef d'orchestre avec tous ces talents qu'on a au sein de l'association
pour nous assurer de pouvoir remplir nos missions, qui sont assurer une bonne formation, assurer des événements de qualité pour nos membres, et assurer une bonne représentation au niveau politique de l'économie immobilière. D'accord. Et j'ai vu dans ton profil LinkedIn que vous étiez parti à la montagne avec le comité. Oui. Quelle est la vision que vous avez pour les années à venir, pardon? Oui, alors c'est vrai qu'on n'avait pas fait cette mise au vert ou mise au blanc, si on l'appelle comme ça, parce que c'était à la montagne, effectivement, depuis très longtemps. Et puis c'était la volonté de se regrouper et puis de réfléchir à bâton rompu un peu à comment on voit l'évolution de l'association, parce que c'est pas juste moi tout seul qui doit dire on va par là, suivez-moi. Oui. Donc tout le monde doit, je dirais, amener sa pierre à l'édifice. Et puis on a fait cette session de brainstorming où on a clairement défini, voilà, on était assez présent dans le canton de Vaud pour des raisons historiques. Oui. Je dirais, puisque c'est là qu'a été créée l'association et on a le plus de bases de membres, mais on a aussi une présence assez forte dans des autres cantons comme Genève, le Valais, Fribourg. Et notre but, c'est de continuer à développer notre présence dans les autres cantons pour apporter, je dirais, des services là où nos membres sont, puisque nos membres sont basés dans tous ces cantons. Donc, on a vraiment une envie d'être beaucoup plus présent pour apporter des solutions tant dans le canton de Genève que ce qu'on peut l'être aujourd'hui dans le canton de Vaud, où on est très actif au niveau des instances politiques notamment. Donc ça, c'est un point important. Un autre point important, c'est de continuer à essayer de diversifier notre offre, je dirais, d'événements pour nos membres. Oui. On a pour but, bien entendu, de faire des événements networking, mais aussi surtout d'apporter du contenu. Ça a toujours été un peu l'ADN du SVIT, c'est d'apporter du contenu à nos membres. Notamment là, on va le concrétiser en faisant des débats politiques. Donc, on ne veut pas juste faire des déjeuners avec des présentations, mais aussi interaction. Donc là, on va avoir un débat maintenant au mois de mai sur la L3PL avec des protagonistes politiques, je dirais, qui viennent échanger des deux bords, on va dire, de l'échiquier. Et on va faire la même chose dans le canton de Genève d'ici la fin de l'année. Et puis, on veut vraiment essayer d'apporter des événements un petit peu différents avec cet apport de contenu qui est important pour nous. Génial. Et puis vous avez aussi le SVIT-Young qui est finalement aussi un autre levier. Parce que Laura et Erlinda me disaient que vous aviez fait un événement intergénérationnel, si on peut appeler ça comme ça, que c'était un carton et que eux avaient adoré parce que c'est un échange où, comme ils disent, comme elles ont dit, des fois elles se sentent pas légitimes d'aller aborder peut-être des profils comme le tien ou autres qui sont déjà des cadres supérieurs dans l'immobilier et que c'est vraiment des choses qui étaient très appréciées et je vous recommande de continuer à le faire parce que je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Oui, et puis c'est vrai qu'on disait que le comité du SVIT Romandie était dynamique, mais alors si on regarde le SVIT Young, c'est incroyable aussi, parce que c'est aussi tous des jeunes qui ont une carrière à faire et puis ils prennent du temps pour développer ces activités. Ils sont super dynamiques, ils font beaucoup d'événements. C'est une vraiment très chouette communauté, donc on est vraiment ravis qu'ils prennent ça en main et qu'ils portent le flambeau. Et puis effectivement, on a fait cet événement il y a 1 an ou 2 maintenant déjà, intergénérationnel, comme on peut l'appeler. C'est un peu bizarre comme terme, mais voilà. Et puis on va refaire des choses ensemble, absolument. Génial. Et est-ce qu'à travers ta casquette au SVIT, et le milieu académique, tu vois des tendances émerger au niveau de la formation? J'en parlais un peu en off avec Karine l'autre jour, où elle me dit qu'elle me parlait de séminaires, que ça fonctionnait bien, que c'était toujours rempli. C'est des plus petits formats, alors c'est des tendances que moi j'étudie et que je comprends assez rapidement, mais est-ce que toi tu le vois aussi Oui, alors effectivement, je pense que c'est Karine qui a toutes les clés de réponse et tu l'as interviewée, donc il faut que les auditeurs aient écouté son podcast, mais je rejoins un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire aujourd'hui, faire un brevet, un diplôme, ça prend énormément de temps. Et puis, tout le monde n'arrive pas à s'engager sur ce genre de durée. Et ceux qui le font, je tire mon chapeau parce que vraiment, c'est un bel engagement. Et donc, favoriser l'offre de plus courte durée des séminaires est quelque chose qui est important pour les Romandie, aussi pour la formation continue. Parce qu'il n'y a pas que les diplômes, il n'y a pas que les brevets, il y a aussi, je sais pas, je me renseigne sur un point sur la TVA, sur la L3PL, sur peu importe. Et donc, pouvoir offrir ces événements cette formation de plus courte durée est importante. Et je pense que c'est aussi en lien, en phase un peu avec la société de consommation de plus petits bouts de choses, voilà, un peu tout le temps au long de la vie. Malheureusement d'ailleurs. Malheureusement, d'une certaine manière, on va plus vraiment dans le fond des choses autant qu'avant peut-être. Mais donc ça, je pense que c'est un point important au niveau des tendances de la formation. Ok. Et concernant maintenant l'immobilier commercial et CBRE, acteur local et international, selon toi, quelles sont les grandes tendances ou défis qui vont arriver en Suisse pour l'immobilier industriel? Est-ce que tu as déjà identifié des signaux faibles que toi t'observes, mais dont on ne parle pas encore assez?
Oui, alors c'est intéressant ta question sur l'immobilier industriel, parce que la Suisse, au niveau du marché industriel, a toujours été un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait au niveau international. Oui. Pour plusieurs raisons, parce que la Suisse, c'est un petit pays, il y a plein de montagnes, il n'y a pas beaucoup de terrain, il y a pas beaucoup de terrain pour construire des grandes plateformes, mais il n'y a pas beaucoup de monde à qui livrer des tonnes et des tonnes Tout à fait. de biens. Donc on n'a pas cette tendance qu'il peut y avoir en Allemagne ou en France avec des grandes plateformes logistiques étendues sur plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Et donc la Suisse a dû innover. Et donc ce qu'on a vu comme innovation, qu'on voit d'ailleurs que au Japon, c'est des entrepôts logistiques sur plusieurs étages. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à Genève. Une société comme Compagnie Départ, par exemple, a vraiment été leader dans le développement de ces bâtiments. Et quelque chose qui est très très spécifique au marché suisse et qui crée des bâtiments de très grande qualité sur une densité très élevée. C'est génial ça. Donc ça, c'est des tendances, par exemple, sur laquelle la Suisse est leader d'une certaine manière. Un autre élément où la Suisse a été aussi assez innovateur, c'est plutôt avec la société Proximo qui a fait ça, c'est ce qu'on appelle les streetbox. Oui, donc ça, c'est pas pour de la logistique hyper compliquée, mais c'est des choses simples qui répondent aux besoins des artisans locaux, avec des petites unités, on peut rentrer sa camionnette, on a une petite mezzanine au-dessus, et ça, c'est un modèle qui se réplique partout en Suisse de manière assez forte. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait déjà 10 ou 15 ans que ce modèle existe, mais qui se développe de manière assez impressionnante. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment les deux éléments où c'est intéressant de voir d'un côté la densité logistique très élevée pour la haute valeur ajoutée, d'autre part les plateformes plutôt pour des petits artisans. Et je dirais la tendance plutôt actuelle, alors qui est importante, c'est d'arriver à anticiper les besoins des utilisateurs et de créer des bâtiments qui soient multi-usages et qui peuvent rapidement s'adapter aux besoins techniques toujours plus importants des utilisateurs. D'accord. C'est-à-dire, par exemple... Donc on voit, je prends un exemple d'un développement qui, si tu veux, Pulse, qui est ici à Cheveux-sur-Lausanne, qui est fait par Epic, par exemple, où ils ont réfléchi déjà bien à l'avance à pouvoir anticiper des gains techniques énormes pour pouvoir anticiper les sorties de ventilation pour différents usages, que ce soit pour du biomédical, pour la pharma, pour autres, avoir des surfaces qui soient modulables, avoir beaucoup d'accès différents, avoir des monts de charge très importants qui peuvent arriver sur les différents étages. Okay. Et donc vraiment avoir des bâtiments qui peuvent supporter tout type d'activité au niveau technique, au niveau faisabilité des flux, au niveau circulation. Donc ça, je pense, c'est la clé du succès pour ce genre de développement dans le futur. C'est vraiment donc énormément de flexibilité. Énormément de flexibilité, exactement, dans la conception et pas avoir juste un usage en tête et limiter. Et on y va. Exactement. Hyper intéressant. Et toi qui accompagnes aujourd'hui des investisseurs au quotidien, quelles sont les questions, inquiétudes qui reviennent systématiquement quand ils veulent acheter ou vendre un immeuble de rendement aujourd'hui, par exemple? Ouais, c'est intéressant que tu termines ta phrase avec aujourd'hui, parce que ça a beaucoup changé en quelques années. Je dirais forcément c'est un peu bateau, mais l'élément aujourd'hui qui en fait est la première question qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans, c'est la durabilité. Et ça fait un peu bateau parce qu'on n'entend plus que ça, mais c'est le cas. C'est le cas. Je dirais quand moi j'ai commencé ce métier de conseil en investissement il y a une douzaine d'années ici. Personne ne savait ce que c'était un certificat CESCB. Et c'était pas du tout une question à l'ordre du jour. Pourtant, c'est pour les voitures, ça. Voilà. Et pourtant, la question de la durabilité, moi, je me souviens, j'avais déjà fait un papier de recherche sur la question de la durabilité dans l'immobilier il y a presque 18 ans. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, ces réflexions, mais au niveau investissement, personne ne prête attention à ça. Il a fallu que l'État mette son nez dedans, qu'il y ait une question de CSR, de responsabilité sociale dans les rapports annuels des fonds immobiliers pour que tout le monde commence à poser cette question. Aujourd'hui, c'est la première question de n'importe quel investisseur, c'est quel est le certificat CESCB de votre immeuble résidentiel ou l'IDC à Genève. Et même sur des immeubles de bureaux, sur les immeubles commerciaux, la problématique de la conception énergétique des bâtiments, la conception architecturale en lien avec l'énergie des bâtiments est de plus en plus importante. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. L'autre point, je dirais, qui a aussi pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, c'est les questions de contraintes réglementaires, notamment pour la question du droit du bail à Genève et Canton de Vaud, LDTR, L3PL, qui commencent à avoir des répercussions importantes sur les considérations d'investissement, avec des craintes qu'il peut y avoir du côté de l'investisseur sur les complexités que ça peut amener dans la gestion de portefeuille. Mais est-ce que tu penses pas que justement qu'on a fait un peu trop, dans le sens où quand on voit que, si je me trompe pas, Trump il sort des accords de Paris, la Chine il pollue tout autant qu'avant. Nous on est déjà des élèves plutôt modèles. Est-ce que cette dimension de durabilité, de réglementation, des fois je me dis mais pourquoi on complexifie ça alors qu'on est déjà des bons élèves, on n'est pas les moins bien éduqués entre guillemets, pourquoi on en fait autant
alors que finalement, on n'est pas les pires, quoi. Oui, je sais pas si c'est une question d'en faire trop ou juste d'aller en ordre dispersé. Parce que d'un côté, en fait, on nous dit il faut rénover le bâtiment et de l'autre côté, on nous dit mais en fait, vous pouvez pas bouger quoi que ce soit sur le bâtiment parce que sinon les locataires vont pas être contents, il va falloir les sortir, il va y avoir des plaintes, vous allez devoir baisser les loyers, vous allez devoir payer des pénalités. Et à côté de ça, il y a la commission des monuments ici qui vous dit que vous pouvez pas rénover comme vous voulez. Puis à côté de ça, il y a tel autre département qui va pas être d'accord. C'est un enfer administratif. Mais en fait, c'est plutôt ça le problème. Si on avait une direction qui est claire et que tous les éléments sont donnés pour y arriver, c'est OK. On peut tous s'engager dans une direction. Mais si on commence à avoir des tirs croisés alors qu'on essaye d'aller dans une direction, ça peut pas jouer. Donc c'est là où il faut arriver à avoir une vision qui est cohérente de la part des autorités, que tous les départements soient alignés et qu'on ait toute la politique qui permette d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la Confédération. Mais aujourd'hui, on est en train de couper dans les objectifs, la Confédération est en train de couper dans les budgets sur les subsides aux bâtiments. Et donc, on est en contradiction totale avec ce qui a été demandé il y a quelques mois ou années. Oui, ouais. Donc, c'est ça le problème principal. OK. Et puis ça, heureusement qu'il y a des institutions comme le SVIT ou l'USPI ou autres, des organisations qui, justement, alertent les politiques. Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui écoutent ce podcast, même si j'espère. Mais c'est vrai que c'est à eux de faire bouger un petit peu les choses, quoi. Exactement. Et puis on essaye vraiment toujours d'être force de proposition et de venir avec des solutions pragmatiques. On entend beaucoup aussi parler de repositionnement d'actifs. C'est un peu le mot-clé du moment. C'est quoi concrètement ce repositionnement et quelles sont les meilleures approches que tu vois sur le terrain? Alors, ce qui est fréquent pour le moment, c'est plutôt de parler de reconversion d'actifs commerciaux vers résidentiels. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout en lien avec les craintes liées à la pénurie de logements et la difficulté de construire suffisamment de logements pour loger la population. Donc, une solution est de se dire, mais est-ce qu'on peut pas reconvertir certains bâtiments de bureaux en résidentiels? Oui. Alors oui, mais je pense que c'est quelque chose qui est plutôt anecdotique. Déjà, le taux de vacances dans des bureaux en Suisse est très faible en comparaison européenne. Donc, il n'y a pas un stock de bâtiments à reconvertir comme ça du jour au lendemain. Et d'autre part, il y a des contraintes architecturales qui peuvent être fortes. Reconvertir un bâtiment de bureau, c'est pas si simple en résidentiel. Donc c'est d'autres structures, c'est d'autres considérations techniques, c'est d'autres profondeurs, au niveau architectural, c'est assez compliqué. Et enfin, il y a aussi la question faisabilité économique. Oui. Parce qu'un bâtiment de bureau, il n'est pas forcément entièrement vide, il est peut-être occupé à moitié. Et puis si on veut le reconvertir en résidentiel, il faut le vider complètement. Aussi, et le niveau de loyer de bureau résidentiel, suivant les régions, n'est pas toujours compatible. Donc c'est pas quelque chose qui est si simple. Ça fonctionne parfois. On a fait une transaction il y a quelques années qui est hyper intéressante, qui est à Casailles, à Genève, avenue Louis Casailles 71. C'est un grand bâtiment de bureau de plus de 30 000 m2 qui avait un certain taux de vacances de 30%. Et c'est le Crédit Suisse pour une de ces fondations qui a acheté ce bâtiment et qui va en faire un gros projet de reconversion résidentielle. Alors c'est assez particulier parce que c'est un bâtiment qui est dans une zone qui permet du résidentiel, avec des villas autour, avec une partie qui est face à la grande route qui restera peut-être du bureau, avec un grand parc à l'intérieur de l'immeuble. Donc voilà, il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments et le niveau de loyer de bureau était assez bas aussi, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments qui s'additionnent pour que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne, c'est top. Mais c'est pas si simple et c'est pas la panacée. D'accord. Et donc c'est principalement ça quand on parle de repositionnement d'actifs actuellement. C'est la tendance que tu vois le plus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées au e-commerce? Parce qu'on voit justement qu'on est dans la digitalisation, qu'on achète toujours sur du Temu, etc. Il y a des besoins logistiques qui sont énormes. Est-ce qu'il y a aussi des actifs commerciaux qui se transforment liés à ces besoins-là de toujours plus de stockage et Oui, alors comme on en parlait juste un peu plus tôt, la question du stockage est un peu complexe en Suisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain pour faire des grandes plateformes de stockage. Donc il y en a qui sont surtout en Suisse centrale, mais beaucoup de ces flux de marchandises viennent de grandes plateformes à l'étranger. Amazon a ses plateformes en Allemagne et puis il livre la Suisse depuis l'Allemagne. Puis même quand on arrive à Lyon, on voit aussi. Voilà, exactement. En France, c'est pareil. Tu parles de Temu, les plateformes elles sont en Chine, elles sont pas en Suisse. Donc c'est assez simple de ce côté-là. Donc plutôt les tendances, comme on en a parlé juste avant, ça va plutôt être d'avoir du stockage de haute valeur ajoutée sur ces entrepôts multi-étages ou autres. Donc il n'y a pas vraiment de reconversion ou de repositionnement lié à du e-commerce. Ça je vois pas trop. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est comme repositionnement, c'est peut-être des promoteurs qui adaptent leurs projets pour essayer d'inclure de la résidence senior, de la résidence étudiante, pour offrir une autre solution de logement à côté du résidentiel. Si on est en dehors des zones résidentielles, peut-être qu'on peut, dans des zones commerciales, avoir ce genre de quasi-logement, si on veut bien. Qui peut être de la résidence senior ou étudiante, et donc aussi offrir un peu plus d'espace à la population. Et quand on est une entreprise comme CBRE, comment on anticipe aussi les changements structurels et que ça se passe par la création de nouveaux métiers, de nouveaux pôles ou de recruter de nouveaux talents?
Oui, un peu de tout ça. Donc, effectivement, CBRE, c'est un conseiller immobilier à 360 degrés. Donc, on essaie vraiment de pouvoir apporter des solutions à nos clients sur l'entier du cycle immobilier. Et dans ce cadre-là, on est toujours à l'écoute des besoins de nos clients, puis on cherche à innover en créant de nouvelles lignes de métier. Là, par exemple, la dernière ligne de métier en date qui a été créée en Suisse, mais qui existe depuis longtemps à l'international et qui est important pour CBRE, c'est du conseil en financement. Ok. Oui. Donc, alors, on va pas conseiller l'acquéreur d'une villa pour faire son financement, c'est pas le but. On n'est pas du tout sur ce créneau. On va conseiller des structurations de financement complexes avec la dette mezzanine, la dette junior, la dette senior pour des développeurs, pour des refinancements de portefeuille. Donc, on va essayer d'intervenir ponctuellement sur des sujets peut-être d'un peu plus grande taille et sur des structurations plus complexes pour accompagner nos clients. Et donc là, on a recruté 2 personnes qui sont à l'œuvre maintenant sur ce segment-là, par exemple. Oui. Et donc, on continue à travailler sur ce genre de segment et à être à l'écoute. Donc, comme tu l'as dit, c'est à la fois créer de nouvelles lignes de métier et puis recruter les bons profils pour nous aider à nous développer. Un autre élément qu'on a développé maintenant depuis 2 ans de manière assez forte, c'est du conseil à l'acquisition en investissement. On était beaucoup axé, je dirais, sur le conseil à la vente, mais on fait aussi maintenant beaucoup de conseils. On conseille des caisses de pension dans leur stratégie d'investissement, on conseille des acteurs privés dans leur stratégie d'investissement, et ça, c'est quelque chose qui répond à une vraie demande. Trop bien. Donc vous êtes à 360, et ça vient de tendances que tu vois à travers, par exemple, CBRE International, ou ça vient à travers la demande du marché suisse? Est-ce que vous avez anticipé en étant des smart followers de tendances internationales, ou c'est vraiment une demande? Non, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que CBRE, c'est une société qui laisse beaucoup de liberté au niveau local. Donc, on n'est pas du tout avec des directives qui nous tombent dessus au niveau international. On a toute la liberté qu'on veut de développer l'activité comme on l'entend, et c'est ce qu'on fait. Donc, on écoute quels sont les besoins au niveau local et on le développe. Après, quand c'est pertinent, on s'appuie sur notre structure internationale, comme cette question de conseil en financement où on a une grosse structure qui existe au niveau international qui peut nous aider. Mais le marché suisse est aussi un marché qui est quand même assez fermé. On va pas se le cacher. C'est pas un gros marché non plus. C'est pas un grand marché. Il y a peu de flux transnationaux et donc on a moins, je dirais, d'intérêt que d'autres de nos pays, enfin de nos confrères dans d'autres pays, à être en lien permanent avec Londres ou avec les instances européennes. Donc on est beaucoup plus indépendant et donc on a cette indépendance et on l'utilise tout en s'appuyant sur notre structure internationale quand c'est pertinent pour offrir un avantage à nos clients. Ok. Si tu avais une baguette magique pour améliorer le marché immobilier en Suisse, tu ferais quoi en priorité? C'est une bonne question. Je pense que ce qui me frustre de plus en plus depuis que je suis à la présidence du 18 Romandie, c'est de voir les clivages et le dogmatisme qui existe entre d'une part le monde des propriétaires, d'autre part le monde des locataires. Alors suivant le côté, on va dire c'est les méchants propriétaires ou c'est les méchants locataires. Oui, bon, ça, et en fait, il y a plus de dialogue. Et ça, c'est le problème principal. Et c'est comme ça qu'on arrive dans une situation de blocage complet dans beaucoup d'éléments. Donc, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte, comme au pays des bisounours, que tout le monde s'entend très bien et qu'on puisse tous aller dans la même direction pour progresser. Et qu'on arrête des dogmatismes et figer sur les positions et juste critiquer et dire que c'est la faute de l'autre et qu'on peut rien faire. Ça, je pense, c'est le point principal aujourd'hui sur le marché qui m'inquiète un peu au fur et à mesure. L'autre point peut-être qui est inquiétant, c'est la multiplication de la réglementation et des contraintes. Alors c'est bien, il faut pas laisser tout le monde faire n'importe quoi, c'est clair. Mais si on a comment dire, 1000 feuilles administratifs avec différentes contraintes et des départements qui sont pas d'accord entre eux, plus après ça encore des droits d'initiative populaire qui viennent quand un projet est approuvé après 50 procédures, ça devient vraiment très compliqué. Donc je dirais les 2 coups de baguette magique que je mettrais. Super intéressant. Et en termes de nouvelles tendances, quel type de PropTech t'intéresse aujourd'hui? Déjà, est-ce que tu t'informes sur ça, sur ce qui arrive sur le marché? J'en ai vu une dans l'immobilier commercial qui m'a l'air très intéressante, mais je t'en parlerai en off parce qu'elle est pas encore là, et j'attends de la tester pour pouvoir peut-être la proposer par la suite. Mais est-ce que toi t'en suis quelques-unes? Oui, alors bien sûr, on essaie de rester attentif à ce qui se passe au niveau de la PropTech. Je veux dire, dans mon métier au quotidien, qui est le conseil en investissement, on n'a pas encore de PropTech qui va nous révolutionner le monde. Ce qu'on utilise beaucoup de plus en plus, évidemment, c'est toutes les questions liées à l'IA pour nous aider au quotidien sur des traductions, sur des reformulations, sur des écritures, etc. On développe nous-mêmes nos propres outils maintenant de gestion de transactions, de plateformes pour les clients. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, de simplifier les processus. Donc ça, on le développe en interne grâce, là, pour le coup, à notre structure CBRE. Mais j'ai pas encore trouvé de PropTech qui va changer ma vie. Votre daily business. Exactement. Trop bien. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer dans l'immobilier commercial?
qui souhaitent se lancer dans l'immobilier commercial spécifique. Moi, je dirais que ce soit l'immobilier commercial ou autre chose, ce qui est important, c'est d'avoir une grande motivation, et de garder une belle intégrité et de foncer. Et puis, il faut pas avoir peur de faire les heures, d'apprendre dans un bon moment, pour après pouvoir découvrir ce beau monde dans lequel nous sommes. Et je crois que principalement, c'est ça, c'est avoir un objectif clair et avoir toute la motivation nécessaire pour avancer. Ok. Y aurait-il une question que tu aurais voulu que je te pose dans ce podcast? Non, quel est mon tailleur? Très jolie d'ailleurs. Écoute, merci beaucoup. C'est la fin du podcast. Il sortira d'ici 2 bonnes semaines, juste après le Rent. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Vincent, et bienvenue dans la communauté Real Insiders. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. Merci à toi.